Florine, c'est demain, tu es à l'accueil des dames pour leur faire remplir le consentement. Tu vas aller voir les 2 CG, comme ça tu seras formé. Ok, d'accord. Voilà. 50%, le podcast de la santé des femmes. Épisode 1, quand le biologique rencontre le social. Nous sommes au mois de juin 2025, aux portes de Paris, juste à côté du périphérique. Le bus du cœur des femmes, une opération de dépistage du risque cardiovasculaire destinée aux femmes, devrait ouvrir ses portes. Mais il rencontre des problèmes imprévus. Alors, je me présente, Pascal Atlan, je suis chargée de mission pour agir pour le cœur des femmes depuis 3 ans. Alors après une journée hier avec des températures proches de 35 degrés, donc heureusement on a la clim dans les véhicules, mais aujourd'hui, et suite à la nuit très agitée avec l'orage, la tempête, ce matin quand les équipes sont arrivées, c'était plutôt un paysage un peu catastrophique avec des tentes retournées, malgré qu'on les ait préparées, on savait qu'il allait y avoir du vent. Donc là, le village santé est encore en cours de réaménagement pour que toutes les associations puissent se réinstaller et que les femmes puissent y avoir accès. Donc là, on pense que cet après-midi, avec le soleil revenu, tout va bien se passer et on va pouvoir continuer à accueillir ces femmes. Pendant que l'équipe du bus remonte les tentes et vérifie l'électricité, profitons-en pour découvrir un sujet étonnamment peu exploré en médecine, la santé des femmes. La santé des femmes, c'est la santé appliquée à une population particulière, les femmes, la moitié de la population. Catherine Grenier, médecin conseil national de l'assurance maladie. Et aujourd'hui, on prend conscience que cette santé des femmes, elle a des particularités qui sont à la fois liées à la biologie, mais aussi à des éléments sociaux, comportementaux, qui impactent la santé des femmes. La santé des femmes a longtemps été résumée à la santé gynécologique, liée aux organes reproducteurs de la femme et à ses cycles hormonaux. Pour le reste, la femme était, en quelque sorte, un homme comme un autre. Mais depuis une trentaine d'années, de nouvelles recherches font apparaître une réalité bien différente. La santé des femmes se distingue de celle des hommes, à cause de l'influence du sexe, c'est-à-dire de facteurs biologiques, mais aussi du genre, c'est-à-dire des facteurs culturels et sociaux. La médecine jusqu'à présent a été très centrée sur les hommes, avec un modèle qui était le corps masculin, et puis un principe de déclinaison pour les femmes, sans grande prise en compte d'autre chose que l'appareil reproducteur. En fait, quelque part, la femme, c'est un homme qui fait des enfants. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'autres différences dans le métabolisme, dans les fonctions biologiques d'une femme, qui font qu'on ne soigne pas une femme comme on soigne un homme. Il y a aussi d'autres dimensions qui doivent être prises en compte sur le plan sociologique. La femme n'a pas la même attitude vis-à-vis de son corps. Et donc, il y a eu, quelque part, pendant de nombreuses années, un certain mépris pour les symptômes exprimés par les femmes, à considérer très vite que c'était des sujets psychologiques, psychosomatiques, au lieu d'écouter ces symptômes comme des symptômes organiques. Des chercheuses et chercheurs parlent à ce sujet d'une médecine androcentrée, pensée d'abord à partir des hommes et encore porteuse de biais de genre, c'est-à-dire de représentations conscientes ou inconscientes sur les femmes qui affectent la façon dont elles sont traitées. Par exemple, les recherches médicales se font largement sur des hommes. Au départ, l'idée était de protéger les femmes d'effets indésirables sur leur fertilité. Mais en conséquence, elles reçoivent souvent des traitements qui ont été testés sur des hommes. Simplement, on se rend compte aujourd'hui que, en appliquant des résultats qui ont été construits sur des hommes à d'autres populations, et donc les femmes, on passe à côté d'un certain nombre de points clés dans la manière de soigner les personnes. C'est vrai sur certaines thérapeutiques médicamenteuses qui ne sont pas absorbées, métabolisées de la même façon chez les femmes et les hommes. Et on se rend compte aujourd'hui que des doses prévues pour des hommes devraient être adaptées pour les femmes, comme elles le sont depuis très longtemps pour les personnes âgées ou pour les enfants. Ces biais de genre affectent aussi la façon dont les femmes sont diagnostiquées. Si vous êtes une femme, vous avez davantage de risques que vos symptômes soient minimisés ou considérés comme psychologiques. Ainsi, les femmes sont davantage exposées à recevoir des mauvais diagnostics, des diagnostics tardifs ou à subir des retards de prise en charge. J'ai un chiffre que je trouve assez parlant sur le sujet, c'est le fait que les femmes ont moins de maladies cardiovasculaires que les hommes, d'accidents graves,
mais elles en meurent plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a un retard au diagnostic. On est dans la période d'urgence. Je ne parle pas d'errance diagnostique, je parle de retard au diagnostic dans des situations d'urgence. Parce que la première cause, pensée par le système médical, ce n'est pas l'accident cardiaque. Et donc, il y a vraiment à transformer les pratiques sur ce sujet-là. C'est justement à ça que s'emploie le professeur Claire Mounier-Veillé, cardiologue et cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes, dont l'assurance maladie est partenaire. Professeur Claire Mounier-Veillé, je suis cardiologue et médecin vasculaire à l'Institut Cœur-Poumon, au CHU de Lille. Et là aussi, j'ai le grand plaisir d'être cofondatrice de notre fondation Agir pour le cœur des femmes avec Thierry Drion. Alors, on a des facteurs de risque qu'on dit traditionnels, qui sont non genrés, qu'on trouve aussi bien chez l'homme que chez la femme. Mais ces facteurs de risque non genrés sont aussi néanmoins plus toxiques sur une artère de femme que sur une artère d'homme. On va parler d'hypertension artérielle, de tabac, d'hypercholestérolémie, de diabète, d'obésité, de sédentarité, de stress, par exemple. Et puis, on a des facteurs de risque supplémentaires, c'est ce qui nous différencie de l'homme, qui sont liés à notre situation hormonale. Donc, avoir ses règles avant 11 ans ou après 15 ans, c'est associé à un surpoids à la ménopause. Faire de l'hypertension ou du diabète pendant la grossesse, faire un hématome de placenta, et puis en avançant en âge, la ménopause qui est vraiment l'étape exponentielle du risque cardiovasculaire de la femme, sans oublier les femmes qui ont malheureusement eu un cancer du sein, avec une chimiothérapie, une radiothérapie, qui va aller abîmer les valves du cœur, le muscle du cœur, et donc ces femmes-là, il faut également les suivre. À tous ces facteurs de risque que Claire vient de décrire de manière extrêmement claire, il faut en rajouter un qui est particulièrement délétère chez les femmes, qui est la notion de charge mentale. Thierry Drion, cofondateur de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Parce que les femmes aujourd'hui sont actives, tant mieux. Alors elles ont du stress lié à leur activité professionnelle, et puis derrière elles s'occupent de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs maris, des parents. Elles font tourner l'ensemble de la cellule familiale. Et tout ça génère un stress, une charge mentale qui est extrêmement forte. Et cette charge mentale est beaucoup plus délétère sur une artère de femme que sur une artère d'homme. Comme l'a dit Catherine Grenier, il existe d'autres facteurs de risque qui sont davantage liés au genre, en particulier aux stéréotypes inconscients qui imprègnent encore la médecine. C'est aussi des femmes qui ne sont pas écoutées par le médecin. On vient de faire une enquête avec Agir qui lui montre que 4 femmes sur 5 en consultation ne se sentent pas écoutées par leurs professionnels de santé. C'est-à-dire qu'elles décrivent des symptômes, on leur dit c'est rien, il faut maigrir, il faut perdre du poids, il faut vous ménager. Il ne faut pas non plus leur jeter la pierre, c'est à la fois un problème de temps, mais c'est aussi un problème de formation. C'est-à-dire que les médecins de ma génération, ou même jusqu'aux 50, 55 ans, on a été formés sur des symptômes d'hommes, sur des images d'hommes dans les polycopiés, et finalement, on est encore dans une médecine très genrée. Aujourd'hui, la médecine a montré que les symptômes d'arrêt cardiaque peuvent être différents chez les femmes. Et dans un cas sur 2 chez la femme, effectivement, il va y avoir une gêne toujours dans la poitrine. Dans 90% des cas, il y a toujours une gêne dans la poitrine, mais qui n'est pas aussi typique. Ça peut être une oppression simple, une douleur dans la mâchoire isolée, une brûlure, une douleur entre les omoplates. Et c'est associé à un essoufflement à l'effort, une fatigabilité à l'effort, à de l'angoisse. Alors là, le symptôme, il est toujours là. Sur un arrêt cardiaque, les femmes ont une perte de chance, très claire. Et toutes les études le démontrent. Alors déjà, le contexte. Vous tombez dans la rue, vous avez 4 minutes. Et chaque minute, à partir de la 5e minute, c'est 25% d'altération cérébrale. Donc déjà, vous voyez, un chronomètre très court. Deuxième chose, quand une femme tombe dans la rue, par exemple, on pense qu'elle fait un malaise vagal. Le temps qu'on réalise qu'une femme puisse faire un infarctus, alors que pour un homme, on aura ce réflexe-là plus rapidement, eh bien, il s'écoule déjà du temps. Et la troisième chose, c'est qu'on n'osera pas masser une femme. Pourquoi ? Parce qu'elle a des seins. Eh bien, le sujet, c'est pas les mœurs, le ceci, le cela, il faut aller vite, être efficace et surtout, masser. On ne leur dira jamais assez, le bouche à bouche ne sert à rien, c'est uniquement masser, d'accord ? Et donc, il y a cette dimension de mœurs qui fait que une femme qui fait un arrêt cardiaque, il y a une perte de chance, il y a une perte de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans 80% des cas, les femmes peuvent éviter d'entrer dans la maladie, en se dépistant et en suivant des mesures de prévention. Et ça, c'est tout l'objet du bus du cœur des femmes.
Alors le bus existe depuis septembre 2021. C'est la 64e étape sur le site de l'assurance maladie et le 20e arrondissement. Donc c'est un dépistage qui s'est structuré et développé, enrichi, professionnalisé en 5 saisons. Donc dépistage en 12 étapes avec des entretiens médicaux initiaux, ensuite une mesure de la pression artérielle, des prélèvements biologiques au bout du doigt, prélèvements capillaires pour la prise de sang lipidique, glycémique et maintenant rénale, entretien gynécologique, électrocardiogramme, échodoppler pour les femmes les plus à risque, entretien diététique désormais également avec un partenaire qui nous met à disposition des diététiciennes confirmées Prime Vert. Et enfin, c'est la synthèse, à nouveau, avec le médecin. Ce matin de juin, à Montreuil, Claire Mounier-Veillé est venue elle-même briefer les professionnels de santé qui vont animer bénévolement le dépistage. Puis la synthèse, donc là c'est une étape, si tout le monde a travaillé bien ensemble, il a rempli tout le cahier, toutes les pièces à côté, la synthèse va aller relativement vite. Voilà, donc j'espère que vous allez prendre votre pied. Là, c'est la 64e fois, c'est toujours la même gourmandise. Le soleil est revenu, Claire Mounier-Veillé finit le brief, l'opération va pouvoir commencer. Lorina travaille de l'autre côté du périph'. Hier, elle a été intriguée par les tentes installées sur le parking et elle est venue se renseigner. Alors du coup, je me suis rappelé que je devais faire mon électrocardiogramme des routines parce que ça fait déjà 5 ans que je l'ai fait le premier. Et les cardiologues m'avaient dit qu'il fallait faire un des routines à chaque 5 ans si on n'avait pas de problème. Elle commence le parcours, le temps de sa pause déjeuner. Alors, moi, je suis en médecine. On va faire un tour ensemble. Oui. On va essayer de discuter des différents facteurs de risque, donc au quotidien, sur lesquels nous, on peut agir. D'accord ? Donc, il y a ce document où on va remplir au fur et à mesure. Donc, on va faire un point sur, par exemple, la consommation de sel, le taux de triglycérides, etc., votre tension. Et petit à petit, on va tracer une courbe qui va soit s'éloigner du centre qui est rouge, et dans ce cas-là, il faudra agir pour pouvoir en fait reculer et aller vers le vert. Et soit là, voir les différents en fait facteurs de risque que vous avez sur lesquels on peut agir. D'accord ? Selon la fondation Agir pour le cœur des femmes, 89% des Françaises, presque 9 femmes sur 10, présentent au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Sur certains facteurs, comme l'âge, la ménopause ou les antécédents familiaux, on ne peut rien faire. Donc tout ça, vous voyez, finalement, il n'y en a que 3 sur lesquels on ne peut pas agir. D'accord ? Par contre, il y a tout le reste où on peut agir pour vraiment prévenir les maladies cardiovasculaires. D'accord ? L'hygiène de vie est le meilleur des écomédicaments. Thierry Drion. C'est cette hygiène de vie doit nous permettre de vivre le plus longtemps possible et en bonne santé. Donc il y a des choses assez évidentes, comme par exemple avoir une activité physique régulière, donc éviter la sédentarité. Des choses assez évidentes comme le sucre est un faux ami, en tout cas un mauvais ami. Faire en sorte d'avoir une consommation de sel, notamment chez les femmes, qui soit réduite. Le sel va avoir tendance à rigidifier l'artère, presque la calcifier, et à ce moment-là, elle a des risques de se déchirer de manière plus importante, et puis elle fait toute la partie rétention d'eau, etc., etc., et elle peut amener aussi de l'hypertension artérielle. Après, il y a le sommeil. On ne dira jamais assez que le sommeil est le meilleur des réparateurs. Il faut dormir 8 heures. Alors 7 heures, c'est bien, mais il faut dormir, d'accord ? 7 heures, c'est absolument indispensable, parce que ça permet à l'organisme de recharger ses batteries. Voilà. Et puis après, avoir une vie sociale positive. On dit faire un câlin. Un câlin, c'est très positif. Le sexe est très positif parce que ça sécrète des hormones très positives, etc. Et ça fait que globalement, on se sent beaucoup mieux. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Faites une bonne continuation. Bon courage pour vous. Après une prise de sang, une prise de tension et des mesures, Lorina doit repartir. Elle reviendra demain pour la suite du parcours. D'autres femmes, elles, l'ont fini et s'installent sous une tente pour faire la synthèse de leurs examens avec un médecin. Alors, donc, vous avez terminé le petit parcours et donc là, on en est à la synthèse. Ça a été ? Oui, très bien. Très bien. Bon, alors déjà, moi, je vais regarder votre électrocardiogramme et il est nickel, donc il n'y a vraiment rien à dire. Je vois que vous avez eu l'échodoppler artériel, donc il vous a dit que j'avais des
des artères magnifiques. Ah, magnifiques, c'est pas souvent. Voilà. Bon, bah, c'est jeune fille. Très bien. Alors, le tabac avait été arrêté en 2021. Oui. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. En général, quand on arrête de fumer, le risque cardiovasculaire, il revient rapidement à la normale. Le Bus du cœur des femmes a déjà dépisté 15 000 femmes en presque 3 ans d'existence. Car le dépistage et la prévention sauvent des vies. L'assurance maladie en a d'ailleurs fait une priorité, comme le rappelle Catherine Grenier. Sur la santé cardiovasculaire des femmes, nous en faisons un focus particulier dans le cadre de la feuille de route sur les pathologies, les maladies cardiovasculaires et associées que nous déployons depuis 2024, avec plusieurs enjeux qui rencontrent la spécificité de la santé des femmes. Le premier, c'est le dépistage, la détection précoce des pathologies, puisque nous avons, comme on l'a dit tout à l'heure, une présentation particulière chez les femmes qui nécessite d'alerter la population, de faire savoir les symptômes qui doivent alerter une personne, et puis aussi que les professionnels de santé soient à l'écoute de ces situations. Le deuxième élément, c'est dans les modalités de suivi, l'accompagnement thérapeutique qui peut être réalisé, de faire prendre conscience à la fois aux personnes concernées, donc les femmes et les professionnels de santé, de l'importance de ces mesures et de l'adaptation des recommandations qui sont données à un profil féminin. Les modes de vie des femmes ont énormément changé en un siècle. Mais la médecine aussi a changé. Aujourd'hui, beaucoup de médecins et de dirigeantes dans les instances de santé sont des femmes, comme Catherine Grenier ou Claire Mounier-Veillé. Et on écoute de plus en plus ce que ces femmes et leurs patientes ont à dire. C'est ce qu'on vous fera entendre dans les épisodes de cette série. Dans le prochain, nous irons à Bordeaux pour parler de santé gynécologique et hormonale avec l'association Didam donc, qui se bat pour faire connaître ces sujets et accompagner les femmes touchées. Parfait. Bah, restez en bonne santé maintenant. Écoutez, On va s'y employer. merci beaucoup. Bonne journée, prenez soin de vous.